Alors bonjour, nous on se présente, on est de la firme Conseil Plus, donc je me présente William Lié, vice-président de finance. Je vais vous présenter mes collègues, alors Francis Mohen, notre VP comptable, et Gabriel Crépeau-Cochon, notre VP actuariat. Alors, notre mandat consistait dans le fond à évaluer la position de l'entreprise visée et à évaluer dans le fond sa valeur de plusieurs façons. On a commencé par l'analyse. On a effectué un FFOM pour effectuer son positionnement par rapport à elle-même. On a commencé par ses forces. Principalement, c'est un commerce électronique qui connaît un grand boom dans l'industrie en ce moment. Par la suite, c'est les tailles de facilité, leur système de photos afin de mieux comprendre le client et trouver leur agencement parfaitement. Ça, on trouvait que c'était vraiment une force pour eux, c'est ce qui se distinguait des autres. Par la suite, il y a la quantité d'articles vendus. Et au fil des années, ils ont augmenté leur catégorie et le nombre d'articles qu'ils vendaient. Puis finalement, c'est le buzz marketing, un marketing qui vient chercher le client en tant que tel, avoir une expérience client personnalisée à lui-même. Considérant les faiblesses, c'était difficile de fidéliser la clientèle. Sur Internet, c'est facile d'aller visiter un autre site web. Si on pense juste à Facebook, son magazine du vêtement, tu vas retourner sur Facebook et tu as toutes les marques avec différents sites. Donc c'est dur vraiment de cibler la clientèle qui reste avec nous. La suite, les opportunités. Une augmentation des ventes aux États-Unis. On a vu sur un chiffre d'affaires, les ventes augmentent. En plus, c'est un pays où il y a 230 à 250 millions de population. Donc c'est un marché énorme qui veut aller exploser leur vente là. L'autre opportunité, c'est l'international. Ils sont juste en ce moment aux États-Unis, Canada. Ils prévisaient l'Amérique du Nord, en incluant le Mexique ou l'Europe et l'Asie. Il y a une grande possibilité, surtout dans le vêtement. Les menaces, c'est une grande compétitivité, un peu comme on disait, mais en compétition, plusieurs entreprises offrent le même service de différentes façons. Donc, il faut vraiment rivaliser là-dedans. Et la dernière, c'est, comme on sait, les femmes, ils changent leurs vêtements assez régulièrement. Donc, il y a une évolution très rapide des modes. Donc, ça peut être une menace si l'esprit avec leur ancien stock. Par rapport à peut-être une dernière chose à ajouter, on parle des opportunités à l'international. C'est sûr qu'il y a une menace qui vient en contresens, c'est la variation des taux d'intérêt dans les pays concernés. C'est quelque chose qui doit être pris en compte aussi. Alors, par rapport à la profitabilité, donc, la compagnie, c'est une compagnie qui fait évidemment pas de profit dans les dernières années, mais en 2018, dans les tableaux, on estimait qu'elle allait faire des profits. Donc, on peut voir sur les tableaux que leur marge brute augmente légèrement d'année en année. Mais on peut aussi remarquer, quand on compare dans le fond les ratios avec l'industrie, que leur vente augmente vraiment beaucoup. Donc, plus principalement aux États-Unis, c'est là que leur croissance ça vient surtout. Mais dans le fond, il y a une très bonne évolution des ventes au fil des années, puis ça risque de se construire, donc c'est pas mal ça. Au niveau des autres, dans le fond, ratios de la compagnie, au niveau des ratios de rotation, donc on a calculé différents ratios par rapport à l'inventaire, aux receivables, aux comptes payables, dans le fond. Puis on a pu déterminer que la compagnie avait quand même un très bon cash conversion cycle, donc on sait de convertir son inventaire son receivables en inventaire et ensuite en argent. Donc c'est principalement dû au fait que la compagnie prend beaucoup de temps à payer ses fournisseurs. Donc c'est pas nécessairement un bon signe parce que la compagnie pourrait faire d'autres choses avec son argent ou peut-être qu'elle ne profite pas nécessairement des escomptes qui se font donner par le fournisseur parce que ça prend en moyenne pratiquement 100 jours avant de payer leur compte fournisseur. Par rapport à la liquidité, on peut voir que la liquidité entre 2017 et 2016 s'est empirée un petit peu, principalement parce que la compagnie avait beaucoup de cash en 2016. Elle a transformé ce cash-là en actif à long terme. Puis elle a plus de dettes aussi, donc ces ratios-là se sont empirés. Puis par rapport à l'industrie, ils sont vraiment sont plutôt médiocres. Là. Donc son ratio de cash, on peut voir qu'il s'empire aussi par rapport à 2016. Donc comme j'ai dit,
la compagnie a quand même converti beaucoup de son cash en inventaire et en property, plant and equipment, donc en actifs à long terme. Dans le fond, si on regarde les ratios de couverture des intérêts, donc la compagnie a de la misère à couvrir ses intérêts, ces ratios-là ne sont pas vraiment représentatifs pour la simple raison qu'actuellement, la compagnie, son EBIT ou son BAIA n'est même pas positif, donc on ne peut pas vraiment comparer, mais on peut voir quand même s'améliorer de 2016 à 2017. Donc, la compagnie est sur la bonne voie de générer des profits et d'être en mesure d'être profitable à long terme. Donc, c'est ça qu'on peut remarquer en regardant les ratios. Puis ensuite, si on regarde les ratios de profitabilité, donc comme j'en ai parlé un petit peu précédemment, ils s'améliorent d'une année à l'autre. Donc, les marges qui augmentent sensiblement d'année en année. Puis, ça indique que la compagnie n'est pas profitable, mais est sur la bonne voie d'être profitable à long terme. Justement, dans ce sens-là, du fait que le passé de la compagnie est plus ou moins rentable, c'est un peu une start-up, c'est, excusez l'expression, une compagnie en démarrage, ça serait illogique de se fier à ce qui s'est passé auparavant, mais pour répondre à la deuxième partie du mandat qui était de mettre une valeur, un chiffre sur la compagnie si jamais Mme Muriel avait à se départir de la compagnie, on était avec un modèle, on ne peut pas l'indiquer dans la présentation, mais c'est une actualisation en fait des bénéfices nets sur 5 ans. Pourquoi sur 5 ans? Comme on le sait tous, plus que 5 ans pour un e-commerce, c'est plus ou moins pertinent d'y aller de cette façon-là. C'est difficile à prévoir le taux de croissance. On a fait une hypothèse, comme on peut voir sur le PowerPoint. Je vais les présenter brièvement aussi là, les hypothèses qui sont faites à ce sujet-là. Première des choses, en fait, je vais alterner entre les deux pour que ça soit plus facile à suivre, si je fais ça comme ça. Donc, première hypothèse qu'on a faite, le coût des marchandises vendues, on l'a conservé stable avec une diminution de 0,5% par année. Et en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est le pourcentage par rapport aux ventes totales de l'année. Donc, on l'a conservé stable. Je ne sais pas si on voit le chiffre. De mémoire, ça va être à comme 59,48. Je ne sais pas si vous voyez le curseur. Donc, on a conservé ce montant-là, ce pourcentage-là qui diminue de 0,5% par année, donc 2019, 2021, 2022. Dans le fond, on utilise ça parce que plus la compagnie va vendre, dans le fond, plus elle va avoir un pouvoir d'achat. Donc, c'est logique que les marchandises vendues diminuent par produit qu'avant. L'économie d'échelle. Exact. Pour ce qui est des frais administratifs et stables, quand on regarde dans le passé, les calculs qu'on n'a pas mis qu'on ne trouve pas pertinent de mettre dans la présentation, c'est quelque chose qui a augmenté beaucoup les premières années parce que justement, on compare en démarrage, mais par la suite, ça s'est stabilisé. Et ça, on se retrouve avec une hypothèse d'une diminution de 1% par année. Encore une fois, par rapport au pourcentage des ventes. Pour le marketing, dans ce cas-là, la croissance se fait tout seul avec les ventes. Le budget accordé au marketing se fait linéairement avec les ventes dans ce contexte-là, qui est pertinent pour une compagnie en ligne. On a aussi fait l'hypothèse qu'il n'y avait pas de gros investissements de prévu dans la compagnie, acquisition d'établissements ou autres. Il n'y a pas d'informations là-dessus dans le cas, donc on préférait s'en abstenir. Et finalement, sur le quoi on a basé le calcul final pour mettre un chiffre, c'est qu'on a multiplié la valeur actualisée des bénéfices nets des 5 prochaines années, qui est prévu, actualisé avec un taux coût moyen pondéré du capital, et qu'on a fait fois le multiple price earning, c'est la valeur le prix d'une compagnie qui est vendue en général versus ses revenus actualisés. Et je vais passer à celle-ci. Donc, ça a rentré dans tous les détails là, du calcul. Justement, on voit nos prédictions qui sont ici avec les hypothèses que je vous expliquais. Par la suite, on arrive finalement, on arrive avec ces bénéfices-là, ici, donc 3669, 6276, etc., jusqu'à 2022. Hypothèse importante aussi à souligner, on n'a pas mis, contrairement à ce qu'on ferait avec exemple avec un modèle d'actualisation de dividendes, on n'a pas mis terminal value, de valeur terminale. Dans ce contexte-là, pour la même chose qu'on est allé jusqu'à 5 ans, ça sert à rien de mettre un taux de croissance sur futur, parce que ça pourrait être moins, ça pourrait être plus, difficile à dire, donc on n'en a pas mis dans ce contexte-là. Donc, le calcul, en fait, là, pour la valeur finale
que Muriel pourrait liquider la compagnie auquel on est obtenu. Ça serait, comme je disais, selon la méthode, on a notre valeur actualisée des cash flows, je cherche des expressions françaises pour ça, à 19 762 fois 2,8 qui arrive à ce montant-là. Dans le fond, je pourrais rajouter deux petits trucs importants. La compagnie, comme elle ne fait pas de profit actuellement, puis elle prévoit en faire en 2018, puis par la suite, ses profits augmenteraient, c'est un petit peu difficile de juger sur ça. Donc, on considère aussi que juger sur les ventes, actuellement, ça se fait bien pour ces compagnies-là. Mais un petit peu par contrainte de temps, on n'a pas pu le faire. Donc, on est allé avec quand même des hypothèses raisonnables. Puis par rapport, dans le fond, les compagnies, c'est ça, les compagnies comme ça, le price earning, on est allé avec le price earning moyen des compagnies privées, donc comme il a dit, qu'on a calculé qui était 2,8 parce qu'on trouvait ça pas raisonnable d'y aller avec des compagnies, dans le fond, publiques qui sont comme Amazon, etc., qui sont pricées avec des price earning de 300, de 50 et plus, parce que ces compagnies-là, ils génèrent beaucoup de free cash flow, mais sont basées sur leur price earning, qui est une mesure un petit peu arbitraire selon nous, donc c'est pour ça qu'on est allé avec les compagnies privées. C'est sûr que par rapport aussi, on disait, j'ai oublié de le mentionner, je m'excuse, c'est sûr que c'est en milliers tous ces chiffres-là qui sont calculés. Donc, ce chiffre-là se maintient est à 55 millions. Puis comme l'expliquait mon collègue William, on n'a pas eu le temps, on va vraiment faire un comparatif, par la suite faire comme une moyenne de tout ça. On aura un chiffre qui est plus précis. C'est sûr qu'avoir un petit temps supplémentaire pour faire ce genre d'évaluation-là, ça a pu se faire sans problème à cet effet-là. Vous avez quelque chose à ajouter? Un peu comme on disait, on n'a pas vraiment pris pas en considération les marchés publics parce qu'en fait, on sait que cette année, c'est un peu une année record. Avec les taux d'intérêt bas, le monde se lance dans la bourse. Donc, on a pensé que c'était un peu farfelu prendre des chiffres du marché, prendre, je dirais pas le PME parce qu'on a vraiment un beau chiffre d'affaires, de banque brute. Mais, comme il disait, un price earning de 240 avec des profits de zéro parce qu'ils veulent juste réinvestir et faire leur profit en n'ayant aucune taxe, en se faisant pas imposer. On n'a pas trouvé que c'était pertinent de le mettre dans l'évaluation d'une entreprise privée, que lui n'est pas sujet à l'overprice du marché actuel. Donc, ça, si je peux, dans le fond, faire un petit retour, si c'est vraiment ça, la compagnie génère malheureusement pas d'argent à l'instant. Donc c'est pour ça qu'on est allé quand même, de façon conservatrice dans nos estimations. C'est sûr, j'ai utilisé une donnée un petit peu comment dire, j'ai calculé c'était quoi à peu près l'import de marché de la compagnie pour le Canada, donc qui représente une grande majorité de ses revenus. J'étais arrivé à environ 0,9% dans le fond pour l'année 2017, donc la compagnie représente environ 1% du marché. Donc, le marché est quand même en forte croissance, donc c'est une parmi, si je me rappelle bien, plus de 100 000, il y a plus de 100 000 compagnies dans ce secteur-là, dans ce marché-là au Canada. Donc, c'est vraiment, il y a quand même une portion importante dans le fond des revenus. Donc, s'ils peuvent bâtir sur leurs économies d'échelle, puis bâtir dans le fond sur vendre plus de produits, tout ça, donc ça pourrait leur apporter un avantage à long terme sur des plus petites compagnies qui ont un plus grand prix, marchandises vendues, etc. Donc, on vous remercie pour votre écoute, puis on est prêt à accueillir vos questions. Merci. Merci. Non, je laisse le point de temps. Ben, moi, en fait, j'ai une question concernant votre DCF. Vous dites qu'on n'a pas considéré la valeur terminale. Parce que vous dites, alors, il y a deux choses, je comprends dans un premier temps, vous dites on a fait un DCF sur 5 ans, parce qu'au-delà de 5 ans, ça devient un peu spéculatif de faire une prévision financière. C'est ce que j'ai compris. Par contre, ma question c'est pourquoi vous n'avez quand même pas calculé une valeur terminale au bout de 5 ans? Et bon. Ben, c'est ma première portion de la question. Je vais poser une deuxième portion. Ok, super. Dans le fond, je dirais que c'est vraiment par comme manque de temps qu'on est arrivé à ça. Donc, dans le fond, je suis Donc, est-ce que ça aurait, donc, au-delà du temps, de façon pratique, est-ce que vous pensez que c'est une composante manquante
à votre analyse. Ouais, je pense que c'est une composante manquante, puis qu'absolument, il faut prendre la valeur terminale pour l'actualiser, pour l'ajouter à notre analyse, mais comme on a une petite contrainte temporelle de manquer un petit peu. La question était à quel taux de croissance qu'on va utiliser. On a essayé des modélisations pour essayer de trouver la question c'était quoi ce taux-là qu'on a utilisé avec les données qui étaient disponibles. Puis justement, c'était un value assez simple à calculer, c'est une valeur perpétuelle d'un certain. Le premier des ces cash flows-là, on sait comment calculer ce genre de valeur terminale-là avec un certain taux de croissance, et c'est ce taux de croissance-là qui nous manquait à l'équation. Qu'on aurait pu simuler, je suis d'accord avec ça. Ça aurait été quoi un taux de croissance, à votre avis, raisonnable? La croissance, dans le fond, mettons pour les compagnies publiques comparables, c'était habituellement du 20-30%. On croit que c'est plus sur une base perpétuelle. Ouais, mais ça, jusqu'à c'est ça. Mais ça, c'est vraiment pas soutenable à long terme. C'est pour ça qu'à long terme, vers l'infini, on serait probablement allé avec de quoi de plus, je dirais, entre l'horizon de 3 à 5%. Donc, un petit légèrement plus que l'inflation, mais. C'est bon. Parfait. Puis au niveau du CMPC, est-ce qu'on n'avait pas notre coût des. On s'en excuse, on n'a pas eu le temps de mettre la diapositive. Okay. Parlez-vous en fait du processus de calcul qu'il y a eu en arrière du CMPC? Oui, exact. Puis c'est quoi le taux en fait? Dans le fond, pour le CMPC, on a utilisé la multi-factor de model. Dans le fond, on a additionné les primes pour primes de marché, primes de secteur, etc. Donc, la taille de l'entreprise. On a additionné ça, puis on s'est servi aussi de la dette dans le fond. Puis on a utilisé les pondérations approximatives du marché, donc des compagnies publiques, parce que c'est les seules données qu'on avait.